comment faire pour vendre cher ses prestations, que ce soit des prestations musicales, genre j'écris, je compose pour toi, je t'enregistre, je te mixe un son, ou même des prestations scéniques. J'interviens sur un festival, un club, un showcase, une date, peu importe ce que c'est. Qu'est-ce qui fait que à deux artistes à visibilité égale, il y en a un qui peut se vendre jusqu'à 10 fois plus cher que l'autre sans la moindre difficulté? Alors, pour répondre à cette question, on va devoir s'intéresser d'abord au type de client qu'on vise. Est-ce que vous savez combien de types de clients on croise quand on prospecte? Je vous laisse lever la main dans l'assistance. Est-ce que l'un d'entre vous sait? J'ai fait une vidéo YouTube il n'y a pas très très longtemps dans laquelle j'en parle. Il y en a euh, deux dans un premier temps qui sont à éviter fortement et deux sur lesquels se concentrer. 2 plus 2, Loïc, égale 4. On est bien d'accord. Donc, les quatre types de clients auxquels on va s'adresser, retenez bien que la moitié ne doit pas vous intéresser et vous devez apporter votre focus sur l'autre moitié et on développera dans la suite de cette session. Donc, le premier type de client que vous allez croiser, c'est le client fauché. Le client fauché, c'est le gars qui, d'après lui, n'a pas les moyens. C'est le gars que vous allez avoir au téléphone, par exemple, qui va vous dire, ouais, mais de toute façon, c'est un artiste, c'est trop cher. Moi, je tape dans un palmier, il y en a 15 qui tombent, qui sont prêts à venir chez moi pour 100 balles. Donc, je vois pas pourquoi je te paierai 1000 balles, toi. C'est le gars qui, quand tu lui envoies une compo, il te dit c'est un tube, mais je veux pas payer 300 balles. Tu vois? Et c'est le même gars que tu vois avec une PS5 à Noël, un iPhone 17 32 ou je sais pas combien, et limite à prendre un billet en business class, tu vois. Mais il est fauché, tu comprends, il n'a pas d'argent. Ça, c'est le premier type de client que tu croises. J'ai fait pendant de nombreuses années de la prospection. Ces clients-là, tu les sens dès le départ parce que la première question qu'ils te posent après que tu aies présenté ce que tu as à vendre, c'est combien? C'est la première question qu'ils te posent. Le seul focus qu'ils apportent est sur le prix. Donc, premier niveau de clientèle, le client fauché, il faut absolument le fuir. Deuxième type de client, le client difficile. Celui-ci, il est plus complexe à déceler puisque il passe pour le client de type 3 dont on va parler juste après, et pourtant, il est plus proche du type 1 qui est le client fauché. Le client difficile, c'est celui qui va te dire, OK, ça m'intéresse, le prix est pourquoi pas raisonnable, on pourra en reparler, ça, à la limite, on verra ça après. Mais, et là, il commence à te prendre la tête. Mais est-ce qu'il y a ça? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu peux me rajouter ça? Est-ce que, par exemple, tu vois, dans le cas d'un artiste vendu en festival, il sait très bien que tu vas venir avec un band. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu viennes juste en guitare-voix? Bah non, je viens de te dire, j'ai fait 70 dates là en 10 ans. À chaque fois, c'est avec un orchestre. Ouais, mais moi, tu comprends, je préfère que tu viennes en guitare-voix. Ou alors, ouais, est-ce que vous pourriez juste prendre votre voiture et vous taper 1600 km? Ça m'arrange. Tu sais, je vais pas te prendre un billet d'avion pour venir, même si tu viens depuis le Danemark, par exemple. Et ainsi de suite. Ça, c'est le type de client difficile. C'est celui qui peut te prendre le plus de temps, le plus d'énergie pour au final ne pas acheter. Tu sais, on en voit dans les magasins. Souvent, les vendeurs de prêt-à-porter, ils te les décrivent très bien. C'est le client qui veut tout essayer, qui peut prendre une vendeuse pendant 3 heures une matinée pour essayer un milliard de trucs et à la fin dire non, bah, je vais aller voir à côté s'ils n'ont pas mieux. Vous voyez, ce type de client-là, il faut absolument les fuir aussi. Et on en a dans le booking, on en a aussi dans la vente de prestations. C'est le client à qui tu dis écoute, moi je vends des textes. Il va te dire ok, envoie, ça m'intéresse. Toi, par transparence, bah, tu vas annoncer le prix, les conditions, le nombre de points que tu prends, ton éditeur, ainsi de suite. Il va dire, ouais, il n'y a pas de souci, envoie-moi tes textes. Toi, tu vas lui envoyer une vingtaine de textes. Il va te les bloquer. Tu sais, peut-être pendant un mois. Bah, attends, il faut que j'en parle avec l'artiste, il faut que je vois, machin, etc. Il va te demander 1 milliard de modifications dessus. Il t'a pas payé hein, à ce moment-là, hein. Il t'a juste bloqué des textes pour à la fin te dire, ouais, finalement, tu sais, mon artiste, il écrit lui-même ses textes, il n'y a pas trop besoin d'avoir un co-auteur. Vous voyez, ce genre de profil, c'est des clients difficiles. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est que c'est des vrais casse-couilles. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Troisième type de client, lui commence à m'intéresser, c'est ce qu'on appelle le client sophistiqué. C'est quelqu'un qui, clairement, a les moyens d'acheter ce que vous proposez, accepterait de payer plus cher si vous arrivez à l'en convaincre, mais c'est un client sophistiqué. C'est-à-dire qu'il ne va pas se faire avoir au premier argument venu. Il ne va pas se contenter
de l'argumentaire que le glandu de base est prêt à valider avant d'acheter une date, par exemple, ou avant d'acheter une compo, un texte ou une session studio avec vous. Le client sophistiqué, il faut le prendre avec la règle de la balance. C'est-à-dire que si vous lui demandez de poser, je sais pas, admettons, d'habitude, un ingé moyen va vendre son mix 200-300 euros, toi tu veux le vendre 2000 euros, il faut que tu poses des choses dans la balance. Lui est prêt à poser les 2000 dans la balance, mais tu dois le convaincre intelligemment que ce que tu amènes dans la balance vaut au moins 2 à 10 fois ce qu'il s'apprête à poser dans la balance. Puisque le client sophistiqué est par définition plus intelligent que la moyenne des clients. S'il ne sent pas qu'il fait une bonne affaire, il n'achète pas. D'accord? Il n'est pas prêt à échanger un billet de 100 contre un billet de 100. Il est prêt à poser un billet de 100 s'il est certain que ce qu'il achète en vaut au moins 500. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc le client sophistiqué, il est intéressant parce que si vous arrivez avec une bonne approche, une bonne offre, ce que j'appelle dans les différentes formations une offre irrésistible, il a tendance à être OK pour acheter. Il se laissera pas convaincre par de l'urgence à 2 balles ou de la psychologie de comptoir. Il se laissera convaincre par la qualité des arguments que vous proposez. Et c'est en ça qu'il est intéressant, parce qu'il ne va pas simplement s'intéresser à il y a combien de streams sur le profil de l'artiste, est-ce qu'il fait le buzz, est-ce qu'il est tendance ou machin. Il va s'intéresser aux arguments que vous allez lui donner. Si vous vendez par exemple à un client sophistiqué un artiste complètement inconnu, vous pouvez argumenter que les premières parties locales sont en général très mauvaises. On les met par courtoisie, par sympathie, mais pas pour la qualité artistique de ce qu'elle propose. Mais vous avez l'artiste qui peut combler ce manque en termes de qualité. Il acceptera une première partie, c'est-à-dire qu'il acceptera de chanter pendant 20 minutes et de servir de cobaye pour que l'ingé son en façade règle les sons, les micros, les retours, les lumières et ainsi de suite. Il acceptera ça et pour autant, le public ne verra pas la différence parce qu'il apportera une qualité scénique, artistique, musicale de très haut niveau. Eh bien, le client sophistiqué est prêt à entendre ça, il est prêt à payer pour ça parce qu'il veut que son événement soit une réussite. Vous voyez, la différence, elle est vraiment là. Si vous arrivez à le convaincre, il sera prêt à acheter, il sera peut-être même prêt à acheter beaucoup plus cher ce que vous avez à proposer que chez un autre. Et le quatrième type de client, celui auquel on ne pense pas assez malheureusement, c'est le client high ticket. C'est celui qui, si vous avez la bonne approche, le bon état d'esprit, et tout se joue dans le mindset, tout se joue uniquement dans la tête, ce client-là, il n'est prêt à acheter que des prestations chères. C'est-à-dire qu'il va considérer que le pas cher est bas de gamme, que le pas cher est pour les autres, que le pas cher est de mauvaise qualité, que finalement le pas cher ne s'adresse pas à lui. Donc il ne répondra même pas aux offres que vous ferez. Euh, Moi, j'ai dans mon parcours, j'ai rencontré une dizaine de clients comme ça, dont un qui est le directeur artistique d'une grosse chaîne de casinos en France. Et il m'a dit un jour sur un repas, il m'a dit, écoute, d'habitude, je ne réponds pas aux demandes de prestations artistiques et ainsi de suite. Mais là, comme tu as mis la barre très haut en termes de prix et que je ne connaissais pas du tout ton artiste, je me suis dit, putain, ça doit être un bel artiste quand même, tu vois, parce qu'il n'oserait pas sur un email me proposer une presta à 18 000 euros. Donc, il s'est intéressé à ce que je proposais. Il a aimé ce qu'il a entendu. Il ne m'a pas rappelé pour autant. Mais quand je l'ai rappelé, que j'ai insisté et qu'il a vu la ténacité dont j'ai fait preuve, il a fini par accepter de me prendre au téléphone sur 5 à 10 minutes. Et en 5 à 10 minutes, j'ai réussi à le convaincre. Puisque pour lui, le prix n'était pas un frein. Il ne discutait pas de prix. Il discutait de est-ce que ça colle à ma clientèle? Est-ce que je veux faire ce cadeau à mes clients ou est-ce que je ne veux pas le faire? Et si je veux le faire, qu'est-ce qui pourrait m'en dissuader et c'est quoi les autres options que j'ai à portée de main? Et si je réussissais à balayer toutes ces objections, tous les doutes qu'il pouvait avoir, alors je savais qu'il achèterait, puisque le prix ne serait pas un problème. C'est ça un client à étiquette. Un client à étiquette, c'est quelqu'un qui, par définition, va placer la barre de ce que vous allez considérer être un cachet minimum 10, 20, 30, 50 fois au-dessus de ce que vous allez considérer. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple hors musique pour vous aider à comprendre. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez un concessionnaire Mercedes. J'ai halluciné du prix des voitures. C'est-à-dire que dans ma tête, une Mercedes est relativement chère, d'accord? Plus chère que, je sais pas, qu'une Renault, plus chère qu'une Volvo, pourquoi pas, plus chère. Enfin voilà, c'est une voiture chère.
Mais je ne m'attendais pas à ces prix-là. J'ai vu des voitures à 180 000 euros, 200 000 euros. Puis tu sais, je vais sur mon téléphone, je regarde, et je vois que tu peux avoir une Porsche, une bonne Porsche, à 100 000 euros, 120 000 euros. Donc là, je dis au gars, premier réflexe que j'ai, c'est de lui dire, putain, elles sont chères vos voitures, vous abusez là sur les prix. Et ça l'a choqué. Il me dit, mais c'est juste que vous n'êtes pas dans la cible, en fait. Parce que les gens qui viennent acheter chez nous sont en général des profils chefs d'entreprise qui payent beaucoup d'impôts, qui finalement décaissent des impôts en investissant dans des véhicules sociétés qu'ils utilisent aussi à titre personnel, qui finalement sont déductibles en grande majorité. C'est pour ça qu'ils descendent, tu sais, la note CO2 au plus bas possible pour pouvoir augmenter la déductibilité. Et puis qui, en plus, se les rachètent en perso après. C'est-à-dire qu'ils vont acheter une bagnole en pro à 200 000 balles, faire baisser la valeur comptable et au bout de 5 ans, la racheter en perso à 40 000 balles pour la revendre 3 ans plus tard à 80 000 balles et faire une plus-value. Donc en fait, ils y gagnent. Et ces clients-là le savent. Donc pour eux, le palier minimum de discussion sur une Mercedes lorsqu'ils viennent acheter, c'est 150 000 balles. En dessous, c'est de la gnognotte, ça ne les intéresse pas. Vous voyez la différence, elle est vraiment psychologique. Le client high ticket a une base de départ qui est bien au-delà de ce que vous êtes prêt à payer. Autre exemple pour vous aider à bien comprendre. C'est très important parce qu'on va parler des clients high ticket juste après. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un événement professionnel, d'accord? J'ai engagé un artiste pour cet événement. Il m'a donné son prix, je ne vais même pas discuter. Je crois que c'était autour de 1500 euros, un truc comme ça. J'ai pas débattu. J'ai dit, OK, tu veux 1500, tu viens faire 2 heures de prestation. C'est moi, c'est un événement que je vais vendre derrière. Alors, je ne vais pas faire des fortunes, mais ça va s'autofinancer, ça me convient très bien. En discutant avec cet artiste-là, il m'a dit que la moyenne à laquelle il vendait ses prestats, dans des bars, dans des clubs, sur des scènes, etc., c'était entre 150 et 200 euros. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que moi, tu me le proposes à 1005 et qu'à d'autres, tu te proposes à 150? Il dit, bah, en fait, les professionnels ont plus les moyens. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Je connais une bonne dizaine de professionnels qui n'auraient jamais accepté de payer le prix qu'il a demandé. La réalité, c'est qu'il est tombé sur un client high ticket qui ne voulait pas entendre parler de prix, qui voulait acheter une prestation de qualité très spécifique, très particulière, et qui, pour lui, n'avait pas à débattre sur le prix. C'était soit ça rentre dans l'enveloppe qu'on a et on le fait, soit ça rentre pas et on le fait pas. Mais il n'y avait pas de débat de ouais, mais tu comprends, je viens de loin, je comprends, ça fait 10 ans que je travaille, tu comprends, je passe à la télé, à la radio, je sais pas quoi. C'était pas le sujet, en fait. Ah, c'est ça que vous devez cibler. Si vous voulez vendre des prestations chères alors que vous êtes inconnu, non médiatisé et que limite c'est la première fois que vous jouez dans un casino, adressez-vous à des clients high ticket. Est-ce que ça fait sens jusqu'ici ce que je viens de dire? Ok. Alors maintenant, il y a deux questions qui vont se poser. Un, on fait comment pour attirer des clients high ticket? Et deux, où est-ce qu'on trouve des clients high ticket quand on veut démarcher? Alors pour attirer des clients high ticket, on va parler d'un biais psychologique qui s'appelle l'effet Pygmalion. Je vais vous parler d'une expérience qui a été faite par je ne sais plus qui d'ailleurs. Je ne suis pas trop à cheval sur les sources, vous m'excuserez, mais si vous vérifiez sur Google, vous retrouverez cette expérience. C'est un professeur qui a décidé de, enfin un chercheur qui a décidé de faire une expérience dans l'éducation avec des enseignants. Il a pris un groupe d'élèves et il a dit à l'enseignant, je vais te donner 2 classes. La première classe, c'est des champions du monde, c'est des prix Nobel en puissance. C'est des mecs, je leur ai fait passer des tests psychologiques extrêmement poussés et ils l'ont tous réussi haut la main. C'est pour ça qu'on les a mis dans le groupe A. Le groupe B, on t'a mis les autres, c'est-à-dire ceux qui sont dans la moyenne, ni très cons, ni très intelligents. Des mecs lambda, quoi. Et il leur a dit, je compte sur toi pour les pousser, les 2 groupes cette année, mais vraiment le groupe A, c'est des dingueries, c'est des tueurs, c'est des mecs, cerveau exceptionnel. Un an plus tard, il revient et il fait le bilan des résultats des 2 groupes. Le groupe A, dont on a dit au professeur que c'était des génies, a de très, 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 très loin surperformé le groupe B. D'accord? Or,
Les deux groupes ont été conçus totalement au hasard, au pif complet. C'est ça l'effet Pygmalion. C'est que quand tu dis à quelqu'un que euh, quand tu donnes une condition spécifique à quelqu'un, il va accepter cette condition comme vraie et il va bâtir tout son système de croyance à partir de cette vérité. C'est exactement la même chose pour des clients high ticket. Pour attirer des clients high ticket, vous devez simplement, et je dis simplement, mais ce n'est pas si simple que ça, vous devez simplement devenir vous-même un client high ticket. C'est-à-dire que vous devez adopter ce système de croyance et cette psychologie. Alors, je vais vous donner un exemple hors musique et un exemple en musique. Hors musique, j'ai pendant des années, j'ai un petit peu honte de le dire aujourd'hui, et encore que, pendant des années, je critiquais les gens qui volaient en business class. Je me dis, ils sont vraiment cons, ces gens, de payer 10 fois plus pour poser leur cul dans le même avion, aller au même endroit, avec la même durée de vol, les mêmes hôtesses, la même compagnie aérienne. Je voyais vraiment pas la différence. D'accord? Puis j'ai goûté à la business class. J'ai fait la bêtise d'accepter d'être surclassé un jour, en plus par Emirates, qui est l'une des meilleures compagnies au monde. Et là, j'ai compris la différence. J'ai compris ce qui motivait quelqu'un à payer, je sais pas, tu as un billet à 800 balles, bah toi, tu le payes peut-être 3 ou 4 000 balles, parfois même plus. J'ai compris ça. Il y a plein de choses. Un, tu n'attends pas. Toi, tu arrives à l'aéroport, on s'occupe de tes bagages en priorité, on t'assoit dans un salon, on te sert du champagne, à manger, du saumon, des petits fours, la totale. Tu ne sens pas le voyage, ou enfin l'attente de la même manière. Deux, on vient te chercher. Bonjour monsieur, l'embarquement va démarrer, veuillez nous suivre. Trois, dans certains aéroports, ce n'est pas le cas de tous, on te fait entrer par une entrée prioritaire. C'est-à-dire que tu ne croises pas les autres voyageurs. Donc, tu n'as pas d'attente, tu n'as pas de truc, machin, etc. En quatre, tu arrives dans l'avion, le premier truc que l'hôtesse fait, c'est qu'elle te sert un rafraîchissement. Champagne, jus de pomme, coca, enfin ce que tu veux. Ensuite, tu t'assois. Et là, tu comprends que tu es à un autre level. On te file une trousse. Dedans, tu as un parfum qui coûte 200 balles. Tu as un rasoir Gillette qui doit coûter 40 balles. Enfin, on te traite bien, on te montre du respect. Mais le plus important, c'est que tu manges un peu comme si tu étais dans un resto étoilé et on te file un matelas pour dormir. Tu dors tellement bien que tu as l'impression d'être dans un lit dans une chambre d'hôtel. Tu arrives à destination, tu es en forme, tu n'es pas stressé, tu sors de l'avion, tu es le premier à récupérer ton bagage, tu galères pas à passer aux douanes, tu galères pas à choper un taxi ou un Uber derrière. Vous voyez le truc? Alors oui, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais le client high ticket, il est prêt à payer 3 000, 4 000, 5 000, 8 000. J'ai même vu des billets à 15 000 balles juste pour vivre cette expérience. Pourquoi? Parce que derrière, il est peut-être le cadre d'une grosse, je sais pas, multinationale ou je sais pas quoi, ou simplement un gars qui a envie de se faire plaisir. Il n'a pas envie de galérer dans toutes les contraintes de voyage qu'on connaît. Il a envie d'arriver reposé à destination. Il n'a pas envie de galérer aux douanes en arrivant, machin, etc. Il est prêt à payer ce prix-là parce que, pour lui, psychologiquement, son temps, son confort de vie, de voyage et tout ce que je vous ai décrit avant a plus de valeur que l'argent qu'il est prêt à dépenser. Vous comprenez l'idée? C'est un état d'être psychologique, le fait d'être un client high ticket. Dans la musique, on a le même biais qui se passe. On a exactement le même biais. Moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi des gars étaient capables de mettre 30 000 euros dans un clip, 1000 balles dans un mix, 300 balles dans un master, 1000 balles dans une compo et ainsi de suite. J'étais compositeur, hein, pourtant. Ça ne m'aurait pas dérangé de prendre 1000 balles par compo, tu vois. Mais je croisais beaucoup de producteurs, d'artistes et ainsi de suite qui me disaient, ouah, tu sais, j'ai fait appel à un tel. Bon, il n'est pas donné, tu vois, mais vraiment, il m'a fait un truc, machin, etc. Et puis, j'ai commencé à travailler avec des gens qui. Il fallait pas parler du prix, en fait. C'était soit tu veux travailler avec lui, soit pas. Si tu travailles avec lui, tu te plies à ses tarifs. Il n'y a pas de débat. J'ai compris la différence. Tu vois, quand tu vas dans un studio avec un ingé son haut de gamme, sur les sessions d'enregistrement, tu sens la différence. Il te coach. Il est un peu DA aussi. Tu vois, il apporte une vision et il t'aide à compléter tout ce qui te manque. Euh, il te fait des backups sans que tu aies à le demander. C'est-à-dire, la session est terminée, tu vas rentrer chez toi, il te dit bouge pas, tiens, je te sors tes backups. On ne sait jamais. Demain, mon studio brûle, au moins, tu as tes pistes et tu peux continuer ton développement, ton projet. Tu ne dépends pas de moi.
Tu as une date de mix. Limite, je sais pas, il doit te livrer le 22, le 21, il t'appelle, il te dit que c'est prêt. Tu as des retouches à faire. Il va pas se contenter de te dire non, non, ça va prendre ou à laisser. Il va t'écouter, il va t'aider à reformuler ce que tu veux. C'est-à-dire que toi, tu vas lui dire, ouais, je sais pas, la voix, elle est un peu basse, tout ça. Il va te dire, écoute, le mieux, c'est que tu me décrives avec précision. Est-ce que tu veux que je l'augmente de 0,2 dB, de 0,5, de 1 dB carrément? Est-ce que tu as besoin que la voix ressorte par rapport au bloc instru? Il va te donner des mots-clés qui vont te servir par la suite. Donc, il t'éduque en même temps. Et tout ça, bah ouais, ça a une valeur. Et c'est un confort de travail qui est juste exceptionnel. Sur les clips, c'est la même chose. La première fois que j'ai payé un clip cher, putain, j'ai senti la différence. Moi, j'ai connu des clips où tu avais un gars qui faisait à la fois le gars des petits-déj, les caméras, il gérait ses lumières, il portait, enfin, il gérait tout, quoi, tu vois. Big up à toi, Nico, si tu vois la vidéo d'ailleurs. Et il gérait absolument tout. Et puis, des tournages où tu arrives, et le réal, c'est un vrai réal. C'est-à-dire qu'il ne touche pas aux caméras. Il est à côté, il a son synopsis, il a ses scènes à faire et il donne juste des instructions à une équipe qui organise tout. Tu as un chef-op, je sais pas, t'as un mec qui gère les lights, t'as un gars qui fait répéter les danseurs et ainsi de suite. Tu as même un mec qui gère le mec qui doit gérer la fumée. Tu vois un peu le délire? C'est un confort, tu n'as rien à faire en fait. L'artiste, il arrive, même s'il est fatigué, bah, il a immédiatement un regain d'énergie parce qu'il se rend compte qu'en fait, il n'a pas de stress. Il a juste à poser son cul sur une chaise ou un canapé, boire et manger, à la limite se détendre. Dès que c'est son heure, quelqu'un va venir le chercher, lui dire voilà ce que tu as à faire exactement. Tiens, répète-la 30 secondes. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu me fais la même dans 4 minutes, c'est terminé. Et il retourne se coucher. Et il recommence une demi-heure après. Et vous voyez ce truc-là? Bah ouais, ça vaut bien 20K. Parce que quand tu es à un rythme où tu dois enchaîner plateau promo, date de concert, tournage, session studio, machin, etc., il te faut ce truc-là. Donc pour revenir sur les clients à étiquette, si vous voulez vendre cher vos prestations, vous devez vous-même devenir un client à étiquette. Vous ne devez pas avoir peur d'acheter cher, en fait. C'est le seul moyen de débloquer quelque chose de psychologique. Par exemple, la première fois que j'ai acheté un mastermind, 50 000 dollars, j'ai hésité pendant 2 ans. 2 ans, juste 2 ans. Et 2 ans, tous les 2 mois, je renvoyais un mail au gars. Ouais, finalement, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me renvoyer le détail de tout ce qu'il y aura, s'il te plaît, pour que je revoie? Ah ouais, mais non, en fait, c'est un peu chaud. Putain, je peux pas payer en 10 fois ou en 20 fois. Enfin, j'étais en mode, ouais, je comprends pas. Et en fait, quand j'ai acheté ce mastermind-là, qui était le mastermind d'un marketeur qui s'appelle Jay Abraham, j'ai compris. J'ai compris que en réalité, c'est pas ce que j'ai appris pendant ce mastermind-là qui avait vraiment beaucoup de valeur. C'est ce que j'ai appris sur moi-même en achetant ce mastermind-là qui avait vraiment beaucoup de valeur. Alors oui, j'ai appris des choses, ça c'est clair, c'est indéniable. Ce que tu as sur un mastermind à 50 000 dollars n'a rien à voir, c'est sans commune mesure avec ce que tu obtiens sur, je sais pas, une formation achetée 2000 euros. Néanmoins, c'est ce que ça m'a appris sur moi-même qui m'a apporté le plus de valeur parce que dans la foulée, j'ai doublé mes prix, j'ai fait un mastermind aussi que je vendais 10 000 euros l'année, etc., etc. Et en fait, cet investissement de 50 000 s'est transformé en une rente immédiate de peut-être 250 000. Vous voyez un peu le ratio. Parce que j'avais accepté que je pouvais m'autoriser, en fait, à vendre plus cher, à moins de monde ou à plus de monde, peu importe, mais que ce n'était pas une tare, en fait. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas dans la cible n'étaient pas dans la cible et je n'avais pas à m'en vouloir de ça. Et pour revenir sur les artistes, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup d'artistes, dont certains ont un très haut niveau aujourd'hui, même encore à l'heure actuelle, sont très diffusés sur le plan national, et presque tous avaient ce blocage. Presque tous. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils vendent des dates à peut-être 500-700 euros, ça vend, ils en vendent 3-4 dans le mois, ils vivent de leur musique. Leur plus grosse crainte, c'est de déstabiliser cet équilibre en triplant ou en quadruplant leur prix. Parce qu'ils se disent, bah ouais, mais putain, moi j'ai habitué les gens à m'acheter des dates à 500, même certains, je leur fais des prix 300, tu comprends, c'est des clients fidèles et ainsi de suite. Si demain je leur dis que c'est 2005, ils vont me lâcher. Ça, c'est un biais psychologique. Et quand je leur ai vendu un mentorat à 8000 balles, je leur ai dit, tu vois, maintenant que tu as été capable d'acheter ça, essaye de le vendre derrière. Et là, j'en ai un en tête, je ne vais pas le citer par effet de correction,
Mais il était vraiment dans ce cas-là, c'est qu'il vendait des dates entre 350 et 700 euros. Et il s'est mis à vendre ses dates 2500 euros hors taxe, sans le moindre levier de négociation possible. Et il m'a dit au départ, j'ai des gars qui ont gueulé, qui m'ont dit putain, moi j'étais là à tes débuts, quand tu crevais la dalle, tu comprends, je t'achetais des dates, machin, etc. bidule. Et il a eu la force de leur répondre parce qu'il était devenu en fait un client à étiquette. Il leur a dit bah ouais, mais à l'époque, les shows que je te proposais valaient pas plus ce que tu me payais. Et finalement, tu as acheté au juste prix quelque chose que je t'ai vendu au juste prix. Aujourd'hui, j'ai une notoriété, j'ai des médias, on ne me fait pas de cadeaux derrière. Moi, quand j'achète un clip, je le paye plein pot. Quand je paye un attaché de presse, je le paye plein pot. Avant, je n'avais pas toutes ces dépenses-là. Je faisais des clips avec mon téléphone dans ma chambre, je ne payais pas d'attaché de presse, je n'avais pas de promo, je n'avais pas de manager, je n'avais pas une commission de tourneur affiliée, etc., etc. Aujourd'hui, il y a toute une équipe autour de moi. C'est ça qui a donné de la valeur à ma marque, à mon nom et à ma prestation. Parce que maintenant que je peux me concentrer sur travailler mon art, travailler ma prestation artistique et ainsi de suite, le show est de bien meilleure qualité. Donc, soit tu n'as pas les moyens de t'offrir ce show-là, et je peux le comprendre, et dans ce cas-là, c'est que tu n'es pas dans la cible, soit tu n'as pas envie d'y mettre le prix par crainte ou par autre biais psychologique, et auquel cas, je ne vais pas te forcer. Un autre achètera, il n'y a pas de souci pour ça. Soit tu es prêt à faire ce pas-là avec moi, et je peux te garantir que tu vas être gagnant. Parce que le mois d'aujourd'hui n'est pas le mois d'il y a un an. Donc c'est normal qu'il y ait une augmentation du prix. Il a su répondre ça, parce que psychologiquement, il était prêt. Et à défaut de vendre moins de dates, il s'est mis à en vendre plus. Mais nettement plus. Pas juste une ou deux de plus par mois. Il a quasiment doublé son volume de dates vendues. Parce que d'un autre côté, les clients high ticket qu'il ne pouvait pas atteindre se sont mis à le trouver crédible. À se dire, bon, bah là, 2005 hors taxe, 2 VHR ou 3 VHR. Oh, c'est cohérent, quoi. Il va pas nous vendre un show de merde où il débarque avec sa guitare et son looper, il fait n'importe quoi pendant une demi-heure, il rentre chez lui. Là, on sait que, voilà, 2005, on va en avoir pour notre argent. En dessous, ça ne nous intéressait pas. Parce que c'est vraiment le cas. C'est exactement ce qui se passe. Est-ce que toi, tu achèterais un iMac, par exemple, ou un MacBook Pro qui a une valeur marchande aujourd'hui de 3000 euros? Est-ce que tu l'achèterais 250 balles à un mec en Thaïlande? Non, tu te dirais hors de question. Moi, si je veux un Mac, soit j'ai les moyens de l'acheter, soit je les ai pas. Si j'ai les moyens de l'acheter, pour moi, un Mac, c'est 3K. Il n'y a pas de débat. Avec toute la RAM que je mets dedans et compagnie, hein, qu'on s'entende. Tu peux avoir des Macs à 1500 balles. Mais on va dire un Mac pour faire de la musique, c'est 3K. Donc si tu viens avec la même chose à 300 balles, bah, j'ai l'impression que c'est de la merde. Ou tu vois, regarde, là, je rentre d'Asie, tu peux acheter des paires de pompes Louis Vuitton qui valent 2000 balles en magasin, tu les as pour 20 euros. Tu sais très bien que c'est de la merde, il n'y a pas de débat. Donc si tu veux les acheter pour flex, bah, tu le fais, tu vois, et va t'amuser avec. Si tu veux les acheter pour jouer au foot, à se rembousiller dans un mois, ça marche aussi, c'est 20 balles, c'est OK. Mais ne crois surtout pas que tu vas avoir le même niveau de qualité que si tu allais en magasin les acheter à 2000 balles. C'est exactement la même chose. Il faut saisir la psychologie du client high ticket pour devenir un client high ticket et se mettre à attirer des clients high ticket. Pour une raison simple, c'est que c'est du ressenti. C'est uniquement du ressenti. J'ai un ami qui a travaillé dans une banque un été, par exemple. Et il me disait, c'est bizarre, mais tous les clients relous et casse-couilles venaient à mon guichet. Et tous les clients sympas, accueillants, polis, etc., allaient chez ma voisine. Je ne comprends pas pourquoi. Puis en discutant, il me dit, bon, c'est assez simple en fait. Ils m'ont senti. Ils ont senti que j'étais le petit jeune, qui n'avait pas trop confiance en lui, qui était à son premier stage ou à son premier job d'été, et à qui tu pouvais la mettre, quoi, clairement. Tu pouvais l'entourlouper, ouais, si, donnez-moi ça, d'habitude on me le donne, machin, etc. Et il avait que des clients relous. Dès qu'il s'est mis à adopter une posture chemise, veston, très strict, très droit, mais très courtois, attention, juste, très correct, il n'en a plus un seul. Parce que les gens savaient à quoi s'attendre. C'est une question de perception, de ressenti. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce point-là? Ok, si vous avez des questions, notez-les, on va les traiter juste après. Loïc, ça va? C'est toujours bon pour toi? Ouais, il y a une question pour l'instant, j'ai noté, t'en fais pas, je suis là. Ok, on l'a gardé. Alors, maintenant, moi, j'ai deux, trois recommandations pour des clients à étiquette néanmoins. Il y a des structures, il faut le savoir, qui ont beaucoup d'argent, et qu'on ne sollicite jamais. Premier type de client à étiquette que vous pouvez aller voir, notez-le bien celui-ci, c'est l'État.
Pour une raison simple, c'est que l'État dépense allègrement de l'argent qui n'est pas à lui. Donc, quand tu vas avoir une mairie, une collectivité, une communauté de communes, une région, un ministère carrément, ou la ville de Paris, je ne sais pas quoi, ils ont du pognon pour lequel ils n'ont pas travaillé. Notez-le bien. Ils dépensent de l'argent pour lequel ils n'ont pas transpiré. Donc, c'est très facile pour eux de mettre un gros billet. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je faisais tourner un artiste. Bon, là, je peux le citer, il y a prescription, hein, c'était il y a une quinzaine d'années. Il s'appelait Neyman, un artiste guyanais. Et j'hallucinais de voir les prix qu'on pratiquait en Guyane. C'est-à-dire qu'en France, on le vendait 3 000 euros la date. En Guyane, on le vendait 17 000 euros la date. Pourtant, la commune, je sais pas, de Macouria, de Kourou, de Saint-Laurent du Maroni, bah, elle ne méritait pas en fait qu'on fasse un prix multiplié par 5. Mais c'était des prix pratiqués en fait. Tu avais d'autres artistes à l'époque, Fanny G, Warren et ainsi de suite, pour ceux qui connaissent, qui se vendaient dans ces prix-là. Donc nous, on arrivait, on a 17 000 balles plus 6 billets d'avion. Depuis Paris, chambre d'hôtel, machin, etc. On se prenait des vacances là-bas pendant 10 jours et on ramassait une grosse somme d'argent. Pourquoi la mairie a accepté? Parce que c'est de l'argent pour lequel elle n'a pas travaillé. Donc c'est beaucoup plus facile de dépenser de l'argent qui n'est pas à toi. Donc première forme de client high ticket auquel vous devriez vous intéresser, ce sont les organismes d'État. Deuxième forme de client high ticket, les professionnels. Les professionnels qui gagnent de l'argent en dépensant chez vous. Tu prends l'exemple d'un festival. Un festival, plus il dépense d'argent, plus il en gagne. C'est comme ça que ça fonctionne le modèle d'affaires d'un festival. Il a pratiquement 70% de ses dépenses qui sont couvertes par des sponsors, par des marques qui participent à l'événement. Le reste, c'est essentiellement des subventions. Et de temps en temps, ils mettent un petit peu de leur poche. Surtout au début, mais quand ils sont bien établis, ils ne mettent pas un centime de leur poche. Et plus ils vont dépenser, plus ils vont vendre. Demain, tu mets, je sais pas, sur un festival en Bretagne, David Guetta, Taylor Swift, machin, truc, bidule, tu mets 25 gros noms, et tu vas vendre en une demi-journée. Alors, s'ils vendent correctement leur place, ils rentrent largement dans leurs frais. Et il n'y a pas que. Tu vas avoir des marques. C'est exactement la même chose. On parlait de Mercedes tout à l'heure. Mercedes, quand ils font un lancement de modèle, ils font ce qu'on appelle des soirées de lancement. Ils envoient un SMS à tous leurs prospects, tous leurs clients, en disant venez bouffer des petits fours chez nous. On va vous présenter la nouvelle voiture hybride, électrique, modèle, je ne sais pas quoi, bidule. Et de temps en temps, ils achètent des prestations artistiques. Des magiciens, des DJ, des chanteurs, des choses comme ça. Ben, ils ne sont pas regardants à la dépense. Parce qu'ils se disent, c'est très simple, si les gens viennent, première étape, si les gens viennent, statistiquement, on fera plus de ventes que s'ils ne viennent pas. Deuxième niveau, s'ils viennent et qu'ils sont satisfaits dans la séquence de suivi, on fera plus de ventes que s'ils viennent et qu'ils ont été dégoûtés du truc. Donc, ils mettent beaucoup d'oseille sur le traiteur, beaucoup d'oseille sur le champagne et beaucoup d'oseille sur l'artistique. Parce qu'ils savent que ça fait kiffer les gens. Les clubs, c'est la même chose. Tu as un club qui est là, qui tourne. Il a deux raisons d'acheter un artiste. La première, c'est parce qu'il va mal et qu'il a besoin de faire rentrer du monde. Ceux-là, c'est ce que j'appelle les clients difficiles en général, tu vois. C'est pas la meilleure cible. Et puis, ceux qui marchent bien et qui font venir un artiste pour deux raisons. Un, récompenser leur clientèle et deux, écraser la concurrence. Tu vois, et ces gars-là sont pas regardants à la dépense. Parce que s'ils savent que leurs habitués, depuis un mois, viennent claquer des fortunes chez eux, je sais pas, je pense au Queen à Paris, tu vois, moi j'avais eu l'occasion d'échanger avec le directeur artistique qui m'avait dit, mais jamais je paierai un artiste pour faire plus de recettes. Rien à foutre de ça. Je paye un artiste pour faire plaisir à mes clients. C'est mes clients qui me disent ce qu'ils veulent et je le fais venir quand je vois que le mois a été bon, quoi, tu vois. Donc je suis pas regardant à la dépense. 10 000, 15 000, 20 000, enfin vraiment aucune différence. C'est pour ça que je dis souvent à des artistes que j'ai en coaching, jusqu'à 1500 euros, ça ne fait aucune différence pour un club. Je peux vous garantir que j'en ai pratiqué des clubs de 0 à 1005. Il n'y a aucune différence dans l'approche psychologique par rapport au prix. À partir de 1005, ça dépend de la capacité d'accueil. Mais sur une capacité d'accueil d'au moins 500 places, de 0 à 3000, ça fait aucune différence. Encore une fois, s'ils ne veulent pas vous faire à 2000, ils ne voudront pas vous faire à 1005 non plus.
Ou alors, c'est que vous poussez, 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 et ça casse votre image. Vous êtes certains qui parleront de vous en disant, lui, t'inquiète, tu le travailles un peu, il va casser le prix en deux, laisse tomber, il ne faut pas le payer au prix qu'il demande. Et c'est pas bon pour vous à moyen long terme. Donc, deuxième niveau, des professionnels, et essentiellement des professionnels qui vont gagner de l'argent grâce au fait d'en avoir dépensé chez vous. Encore une fois, désolé de rabâcher, mais prenez l'exemple d'un casino que j'ai évoqué plus tôt. Le casino sait que quand il va mettre un artiste à l'affiche, bah, il va faire plaisir à l'association des commerçants qui sont autour, qui vont venir, faire plaisir au maire, au truc, au machin, il va faire plaisir à ses clients, ça va attirer du monde, etc., etc. Donc, c'est tout bénef pour eux. Et ils ne sont pas regardants sur le prix. D'ailleurs, pour info, les casinos sont de plus en plus ouverts à la coproduction ou à la vente de prestations directes. C'est une bonne base de clientèle. Troisième forme de client high ticket, les associations non lucratives. Alors là, on va me regarder comme un paria, mais c'est la vérité. Les associations non lucratives qui sont en capacité de lever des fonds sont fortement en capacité d'en dépenser aussi. Prenez un exemple simple. Vous prenez une association, alors je ne vais pas citer de nom, voilà, mais moi j'ai une asso en tête, dont je connais très très bien la présidente, qui organise régulièrement des choses dans les hôpitaux à Paris, essentiellement ciblées sur les enfants. Elle m'a dit, je sais pas, je crois que notre conversation date d'avant Noël, elle m'a dit, les soirées que j'ai fait où j'ai levé le plus de dons, c'est les soirées où j'ai dépensé le plus d'argent. C'est-à-dire que quand tu fais venir un chef argentin ou japonais et que tu dis aux gens que tu connais, venez, le ticket d'entrée, il est à, je sais pas moi, 500 € pour la soirée, les gens sont prêts à mettre 500 balles parce qu'ils donnent aux bonnes œuvres, mais en plus de ça, ils se font kiffer. Et en plus de ça, ils viennent à ces soirées-là, et là je parle de footballeurs, de chefs d'entreprise, de gros donateurs, de grosses fortunes, ils savent qu'ils vont réseauter avec des gens high ticket, encore une fois. Donc naturellement, la personne qui organise ce genre de levée de fonds, elle est prête à mettre la main à la poche pour ça. Elle est prête à payer un chef japonais, même quitte à le faire venir depuis Tokyo, parce qu'elle sait que ça va drainer du beau monde. Elle est prête à financer la prestation d'un artiste parce qu'elle sait que ça va drainer du beau monde. Et attention qu'on s'y perde pas. Vendre une association non lucrative, c'est pas un truc d'enculé. Enfin, c'est pas de se dire ouais, tu comprends, j'aurais pu donner de ma personne en faisant gracieusement, je l'ai pas fait, j'ai pris un cachet. Loin de là. Si tu veux donner, tu donnes, ça doit venir du cœur. Si tu n'es pas là pour donner, tu vends de la prestation, il n'y a rien de mal à ça. Je peux vous garantir que la salle, ils l'ont payé, les legs, ils vont le payer, la bouffe, l'eau, le traiteur, les serveurs et ainsi de suite. Ils ne sont pas tous là à but non lucratif. Ils ne sont pas tous là en train de donner de leur personne pour la bonne cause. Bah, ces structures-là ont en général des gros fonds à disposition pour organiser des événements, tout en sachant qu'ils sont gagnants sur ces événements-là. Le quatrième niveau de client sophistiqué qu'on peut avoir, et j'en reviens à la psychologie du high ticket, bah, c'est les structures qui ont déjà démontré leur capacité à dépenser beaucoup d'argent. Et moi, ça a été ma meilleure stratégie de prospection. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un site qui s'appelait Sound Night, je ne sais pas s'il existe encore, mais tu voyais toutes les photos de soirée dans les clubs. Et moi, ce que je m'amusais à faire, c'est qu'il y avait une barre de recherche. Je tapais tous les noms d'artistes que je savais chers. Genre à l'époque, Magic System se vendait 10 000 balles la date. Par exemple, hein, pour ne citer que. Je tapais Magic System, photo de soirée. Je ressortais je sais pas, les 30 ou 40 clubs où ils sont passés cette année-là. Et je savais, parce que je connaissais les prix, je savais que un tel dans le 23, un tel dans le 18, un tel dans le 75 et ainsi de suite, pour avoir Magic System, avait lâché 10 000 balles. Donc, si je les appelais et que j'arrivais à les convaincre que mon artiste pouvait les intéresser, je savais qu'à 3 000 balles, j'étais donné pour eux. Il n'y avait même pas de débat, en fait. Donc, je pouvais augmenter l'enveloppe psychologiquement, faire une offre irrésistible à 5 000 et jouer sur un phénomène d'urgence en la ramenant immédiatement à 4 000 ou à 3 500. Et je savais que le prix ne serait pas un problème puisque j'avais un client high ticket en face de moi qui était déjà identifié. Cette quatrième cible, c'est pour moi la meilleure, c'est la plus efficace. C'est quand tu vois que, je ne sais pas moi, un club sur la Côte d'Azur est capable de dépenser, je sais pas moi, 50 000 € pour avoir Black Eyed Peas en showcase sur 15 minutes et faire 20 minutes de photos.
bah, tu sais que c'est un client à étiquette. Tout ce qui fait qu'il ne va pas te les mettre à toi, c'est parce qu'il n'a pas encore confiance dans ta capacité à générer le même type de résultat que Black Eyed Peas. Mais il a les moyens. Et il a le mindset de quelqu'un qui est prêt à dépenser une grosse somme d'argent pour faire venir un artiste chez lui. Donc tout ce que tu as à faire à partir de là, c'est bien structurer ton offre et travailler le psychologique. Mais ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à vendre à ce type de client, c'est parce qu'il te sent à des kilomètres. Il te sent à des kilomètres. Quand tu donnes ton prix, tu hésites. Quand il commence à te taquiner, tu te mets à faire 2 pas en arrière, disant merde, putain, je vais louper la date parce que tu comprends, j'ai un VHR de trop. Alors que c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que les gens qui ont l'habitude de dépenser beaucoup d'argent sentent les gens auprès desquels ils peuvent se permettre de dépenser beaucoup d'argent. C'est ça qui fait qu'ils acceptent. Tu vois, les mecs qui achètent un aspi Dyson à 800 balles, c'est pas les mêmes qui achètent un aspi sur Amazon à 25 balles. Tu vois, le truc, si tu avais un commercial Dyson et un commercial de cette marque-là en face de toi, le mec sentirait direct, en fait. Il sentirait direct. Le mec qui a l'habitude de vendre des aspi à 25 balles sera incapable de le vendre ne serait-ce qu'à 50 balles. Pourtant, le mec en face est prêt à l'acheter 800 balles. Par contre, le mec qui arrive de chez Dyson en disant mon aspi c'est 800 balles parce que tu comprends, machin, etc., a déjà compris la psychologie de son client. Et il sait qu'il va réussir à lui vendre. Et que le prix ne sera pas un problème. C'est pour ça qu'on entend souvent dire les meilleurs vendeurs ne se focalisent pas sur le prix. Ils se focalisent sur la relation. Parce que c'est une question de ressenti.